Bonjour à tous, bonjour Benjamin. Bonjour et Voilà, bonjour je à suis tous. avec Benjamin Voris qui est justement spécialisé dans tout ce qui est organisation, productivité, un sujet qui me tient à cœur d'ailleurs. Donc, je pense qu'on aura beaucoup Ouais, de choses à carrément. partager là-dessus. Et notamment, tu aides les personnes à retrouver l'envie professionnelle, donc l'envie, l'entrain que l'on a au travail, notamment avec ton site d'un jobaudbusiness.fr. Est-ce que tu peux justement continuer à te présenter un peu plus pour les Ouais, personnes bien qui ne te sûr. connaissent pas? Merci. Bah déjà, merci de m'avoir proposé cette interview, super cool. J'ai hâte qu'on échange et qu'on partage. Rapidement, ouais, je vais pas trop m'étendre, mais en gros, moi, dans mon parcours, j'ai été salarié pendant 12, 13 ans à peu près. Et sur la fin, justement, j'étais dans un mode de fonctionnement où j'avais plus beaucoup d'épanouissement professionnel. J'étais rentré un peu dans cette zone de confort où tu connais bien ton boulot, tu n'as plus trop de challenge, voilà, t'es confortable dans la réalisation de ton activité, mais inconfortable dans le fait que t'es un petit peu à court de challenge. Et quand je me suis retrouvé un peu dans cette phase, en gros, tu n'as pas 50 solutions. Soit tu te dis, bah, je vais prendre un autre boulot pour me recréer du challenge, ou je vais essayer d'évoluer de poste, tu vois, de me dire, bah, tiens, peut-être essayer d'avoir une promotion, changer de poste. J'ai changé un peu de poste, mais bon, ça a clairement pas pris parce que c'était pas suffisant. J'avais besoin d'un petit truc de plus. Et c'est là qu'est né aussi avec un autre déclic qui a été la naissance de mon fils, mais l'envie de me dire, OK, bah, là, si tu veux vraiment passer la vitesse supérieure, lance-toi vraiment dans un projet qui sera, je vais pas dire plus dur, mais plus challengeant, quoi. Voilà, où il y a plus de challenge derrière, qui est bah, la création d'une entreprise et de me mettre à mon compte. Et c'est comme ça que j'ai relancé, dans mon cas, on va dire, ma carrière professionnelle en me mettant vraiment un gros défi qui est celui de me mettre à mon compte et notamment d'accompagner les personnes qui sont aussi un peu dans cette situation où soit ils s'ennuient, soit ils étouffent un peu dans leur boulot, et ils ont besoin de se créer du renouveau et de retrouver de l'épanouissement professionnel parce que d'une part, moi, je suis convaincu que c'est possible de s'épanouir, qu'on soit salarié d'ailleurs ou entrepreneur. Hein, c'est même pas une question Mhm. d'obligatoirement être entrepreneur, mais de s'épanouir professionnellement. Je pense que d'une part, c'est possible et en plus, c'est super important parce qu'on passe quand même majorité de notre vie, on va dire, à réaliser une activité professionnelle. Donc, si ça devient de la torture, c'est clairement pas agréable. Et voilà, du coup, j'accompagne les gens qui ont envie de se remettre un petit peu en mouvement, de se remettre sur les rails. Et j'utilise notamment les outils de l'organisation, de la productivité pour reprendre la main sur son activité professionnelle et arriver à remettre un peu justement cette activité professionnelle, ce qui fait notre compétence et notre cœur de métier, et ben justement au centre de notre activité. Mm. Super, bah oui, parce que justement, comme tu dis, on passe déjà beaucoup de temps justement au travail. Donc, si c'est pour avoir 8 heures de souffrance par jour, Ah ouais, c'est assez terrible. c'est clair. Et, euh, et je pense une question que je me pose, c'est parce que toi, à l'origine, tu es quand même spécialisé dans tout ce qui est productivité et organisation. Comment fais-tu le pont entre productivité et organisation et épanouissement professionnel, voire même reconversion? Ah, c'est une bonne question. En fait, il y a un petit peu qui est lié. Je dirais que ça va même encore plus loin que l'épanouissement professionnel parce que forcément, si tu es épanoui professionnellement, tu peux arriver à être épanoui personnellement. Euh, Mhm. Enfin, pour moi, tout ça, c'est même complètement lié. Donc, moi, les outils de l'efficacité de l'organisation, je m'en sers en fait à un niveau vraiment global. Par exemple, je vais avoir tous les ans, je me crée ma feuille de route pour mon année. C'est-à-dire que je vais définir tous mes objectifs, les choses que j'ai envie de réaliser ou les choses vers lesquelles j'ai envie de tendre au niveau d'une année. Et tous les mois, je vais également retravailler ces objectifs en me disant, OK, pour tel objectif business, je me suis dit à la fin de l'année, j'aimerais être là. Ce mois-ci, qu'est-ce que je pourrais faire pour me rapprocher de cet objectif? Est-ce que tu pourrais prendre un exemple pour ce moment, ce que je trouve super intéressant, un exemple d'objectif annuel et après comment toi Ouais. tu travailles d'un point de Ouais, vue bah, mensuel? très simple, très simple. Alors, juste avant de rentrer dans l'exemple, ça, je le fais pour toutes mes sphères de vie. C'est-à-dire que je vais le faire pour le business, je vais le faire pour ma vie de famille, je vais le faire pour ma santé, tu vois, le sport, je vais le faire vraiment à plusieurs niveaux parce que c'est un modèle que
est complètement duplicable et qui ne s'applique pas uniquement à l'activité professionnelle. Eh ben, un exemple, tu vois, donc je suis en train de lancer ce nouveau site, la danjobaubusiness.fr, et forcément, j'ai besoin de me faire connaître sur cette thématique. Donc, un de mes objectifs de l'année, c'est de développer ma visibilité sur ce sujet-là, sur cette thématique-là. Donc ça, c'est la vision très haut niveau, sur laquelle il n'y a pas forcément une action de plugger, de brancher, d'associer. Et l'idée, c'est que Ouais, non, mais c'est bien parce que du coup, oui, oui, alors, juste sa petite parenthèse, c'est que oui, tu as employé un terme technique par rapport à ta spécialité, mais parce que, en fait, tu travailles aussi dans le domaine du digital, en fait. Donc, c'est pour ça que tu as oui. souvent Des fois, j'utilise des mots et c'est pas forcément bien d'ailleurs, parce que quand on commence à utiliser du jargon, c'est qu'on perd des gens. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir une première vision très globale et d'arriver dessous à y brancher des actions très concrètes qui vont faire en sorte que ta vision globale va avancer et tu vas te rapprocher de ton objectif. Donc, une stratégie que j'ai mis en place pour développer ma visibilité et qui est concrète, ça va être de me dire, je vais la faire en plusieurs paliers. Première, parce que tu peux avoir plusieurs stratégies que tu mets en parallèle, mais une des stratégies que je me suis dit, c'est je vais faire des interviews. Je vais aller interviewer des gens qui ont des parcours inspirants, qui ont été salariés, qui sont devenus entrepreneurs, des gens qui s'éclatent dans leur boulot. Donc ça, c'était la première brique. Ensuite, je me suis dit, OK, ces gens-là, comment je les trouve? Comment je les contacte? Ça peut être par mon réseau. Maintenant, je commence à connaître un petit peu mon monde. Donc, j'ai contacté les gens que je connaissais. J'ai demandé aux gens que je connaissais s'ils pouvaient me conseiller d'autres personnes. Donc là, je suis vraiment rentré dans le concret parce que je passe à l'action, je contacte des gens. Ensuite, je planifie les interviews avec les personnes qui ont répondu favorablement. Ensuite, une fois que les interviews sont planifiées, je les réalise, je les publie. Et du coup, ça me donne toute une chaîne de travail avec une stratégie qui vient bien nourrir mon objectif principal qui est augmenter ma visibilité, en tout cas de manière digitale sur cet aspect-là. Donc, l'idée, c'est vraiment ça. Pour moi, dans sa définition, c'est très simple. C'est d'avoir un objectif global qui est quand même précis, sur lequel on va définir des stratégies beaucoup plus fines et sur lesquelles on va pouvoir positionner des actions très précises. Donc, par exemple, pour le mois en cours, imaginons que là, le mois de mai, il arrive et que toi, tu as cet objectif à l'année. Oui. Donc, ça veut dire que tous les mois, tu alimentes cet objectif. Ça ne veut pas dire que tu fais janvier, février là-dessus et le reste de l'année, tu ne fais plus, si j'ai bien compris. Oui. Sauf si, en arrivé fin juin, j'estime que j'ai, je vais dire une bêtise, mais peut-être 30 interviews et que j'estime que les gens que je voulais avoir, pour le moment, ça me suffit et que je m'arrête là. Mais globalement, ça reste une stratégie quand même long terme. Donc, elle va globalement m'occuper toute l'année. Par contre, peut-être que sur la deuxième partie de l'année, je ne vais plus faire des interviews, mais je ne sais pas, je vais écrire des articles, par exemple, pour d'autres blogs. Ça peut être une mise en œuvre différente, mais qui va toujours alimenter le même objectif. OK. Et donc là, par exemple, toi, en mai, tu te dis, OK, ce mois-ci, je vais faire 4 interviews, c'est ça? Tu te dis, OK, un objectif quantifié derrière ou juste, allez, je vais faire des interviews? Ah non, en fait, je découpe par étapes. C'est-à-dire que première étape, j'ai listé toutes les personnes que j'aimerais, que je connaissais ou qui étaient susceptibles de répondre favorablement. Ensuite, je les ai toutes contactées. Et l'idée, effectivement, c'est de le quantifier en me disant, je vais essayer d'en caler au moins 4 par mois. Parce que si tu n'as pas un… Tu sais, c'est les fameux objectifs SMART, c'est connu, hyper connu, mais ça reste hyper efficace. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies quelque chose de spécifique, de mesurable, d'atteignable. Si je dis je vais faire 50 interviews dans le mois, c'est clairement pas atteignable parce que voilà, trouver 50 personnes, planifier 50 interviews, ça en fait à peu près 2 par jour, c'est déconnant. Mais te dire, voilà, j'en fais peut-être 4, 5, 6 dans le mois, il faut que ce soit réalisable aussi, c'est-à-dire qu'il faut arriver à se monnayer le temps nécessaire pour le faire. Et il faut que ce soit inscrit effectivement dans une temporalité, donc se dire sur un mois, j'en planifie 4 ou 5 et c'est déjà très bien. Je préfère, vaut mieux en planifier peut-être peu, mais en planifier, comme tu dis, mettre un chiffre derrière. Plutôt que de te dire, je vais faire des interviews, c'est pas assez précis. Je vais faire 2 interviews, c'est peut-être pas beaucoup, mais il y a beaucoup plus de chances que tu les réalises si tu te dis, je vais en faire 2 plutôt que je vais en faire quelques-unes. Clairement, mais ça, c'est ce que je dis souvent en conférence et en formation, c'est que le cerveau a besoin de pouvoir se projeter dans des situations. Si on dit au cerveau, OK, je vais être visible, il va se projeter sur une infinité de manières d'être visible en fait. Mais s'il dit, OK, je vais être visible parce que je vais réaliser des interviews de tel type de personnes, de telle manière, etc., tout de suite, le cerveau, il arrive à mieux anticiper pour pouvoir justement créer le process dans sa tête.
Et c'est d'autant plus précis si on dit, OK, ce mois-ci, c'est 4 interviews. Donc, c'est-à-dire, OK, 4 dans le mois, 1 par semaine. Ça veut dire que, par exemple, le lundi, je cale ça avant de démarrer. Donc, du coup, le cerveau, il met la machine en place pour que ce soit plus simple pour le passage à l'action. Et c'est tout à fait naturel, en fait. Et c'est exactement ce que tu dis, c'est qu'en fait, après, donc j'ai mon objectif à l'année que je décline un peu en objectif du mois. Tous les mois, début de mois, je vais regarder un peu qu'est-ce que je vais faire ce mois-ci. Et après, je le décline à la semaine. Donc, comme tu dis, s'il y a 4 interviews, je sais qu'il m'en faut 1 ou 2 par semaine pour pouvoir les étaler sur le mois. Et même, je vais aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'à la journée, tous les matins, ça fait partie de mon rituel du matin, tous les matins, je vais aller regarder ces fameux objectifs et me dire, OK, par rapport à ce que j'ai prévu cette semaine, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse aujourd'hui pour avancer sur ce truc, ou demain, ou après-demain. Mais je vais vraiment essayer d'aller au fond des choses pour que j'arrive à une unité très fine d'une action concrète, vraiment concrète que je peux réaliser. Contacter quelqu'un, relancer quelqu'un. Là, j'étais, tu vois, la semaine dernière dans les relances, j'avais des personnes qui avaient accepté, mais sur lesquelles on n'avait pas convergé sur les dates. Donc, j'ai pris 1 heure pour relancer toutes ces personnes et caler les dates avec eux dans l'agenda. Vraiment arriver à quelque chose de très fin, mais très concret. Parce que comme tu le dis, le cerveau, s'il voit aussi que tu as fait un petit truc, mais ça a donné un résultat et tu as avancé vers ce que tu veux faire, c'est hyper encourageant. Et donc là, ça rejoint la notion de bien-être et d'accomplissement parce que justement, l'humain a besoin de sentiments d'accomplissement, de se dire, OK, j'ai réussi à avancer pour pouvoir justement se gratifier, booster l'estime de soi, etc. Et du coup, cette stratégie d'organisation ou de productivité est hyper importante pour ça. Alors que si on n'est pas spécifique, on ne sait pas réellement si on a avancé ou pas. Par exemple, j'ai besoin d'être plus visible. Comment le cerveau va savoir que oui, j'ai réussi à être plus visible. Donc là, avec ces objectifs-là, très spécifiques, du coup, ça nous aide clairement pour ça. Et ce qui est intéressant dans ce que tu viens de présenter, c'est que tu pars de l'année, tu arrives au mois, tu arrives à la semaine, et ensuite tu arrives à la journée et tu as employé un mot-clé qui m'est cher, qui est la routine matinale. Ah oui. Du coup, donc j'imagine que tu en as une, et si oui, laquelle? Oui. Alors, en fait, oui, j'ai une routine matinale. En fait, moi, j'aime bien l'échelle de la semaine. Je reviendrai sur la routine matinale parce qu'effectivement, j'en ai une, mais j'aime bien l'échelle de la semaine parce que je trouve que nos vies sont très rythmées par une semaine du fait qu'il y a, entre guillemets, 5 jours de travail et 2 jours de week-end et que c'est un cycle qui se répète, qui se répète 52 fois dans l'année. Et du coup, le cycle de la semaine, pour moi, je le trouve super important parce qu'à l'échelle d'une semaine, j'arrive à positionner un petit peu tout ce que j'ai envie de faire, que ce soit au niveau professionnel, au niveau de la famille. Par exemple, le week-end, se dire le week-end, c'est la famille, ou les amis, ou les sorties. Tel jour de la semaine, je peux me caler mon sport. Donc, la semaine reste une échelle de temps qui est très intéressante, je trouve, en termes de productivité, pour arriver à construire son propre système et sa propre manière de bosser. Mais du coup, à l'échelle de la journée, oui, alors le matin, j'ai certains rituels. Alors, pour ceux qui ont des enfants, ils vont se reconnaître, je pense. C'est-à-dire que tant que mon fils n'est pas à l'école, c'est compliqué d'avoir du temps pour soi, pour faire des choses. Donc, le début de la matinée, enfin le réveil jusqu'à 8h30, 9h moins le quart, c'est du temps plus familial parce que voilà, faut préparer le petit, il faut préparer le goûter, l'habiller, l'emmener à l'école. Donc, ça reste de la routine parce que je le fais 5 jours par semaine en famille, que ce soit moi ou ma compagne. Mais voilà, on a cette portion-là qui est, on va dire, dédiée vraiment à la famille. Et après, je vais prendre du temps pour moi. Alors, la chose que je fais vraiment tous les matins, c'est de justement redire ses objectifs et de me dire, OK, aujourd'hui, tu vas bosser sur quoi? Si tu dois, par exemple, bosser sur une seule chose, aujourd'hui, ça serait quoi? Parce que, et j'en ai fait les frais pendant longtemps, si tu démarres ta journée sans vraiment savoir ce que tu vas faire aujourd'hui, il y a de grandes chances que tu fasses peut-être plein de choses, mais pas forcément les choses que tu dois faire. On a tous tendance, je pense, à se disperser, à avoir plein d'idées. Enfin, moi, c'est mon cas. Et si à un moment ou un autre, si je canalise pas, je vais partir dans tous les sens. Et ce qui doit être fait ne le sera pas. Donc, mais c'est même pas long. Ça me prend 5 minutes juste de me dire, OK, aujourd'hui, tu vois, en ce moment, je suis en train de créer des diapositives, un contenu de formation avec des slides. Je sais que c'est mon focus du moment. Donc, je sais qu'aujourd'hui, il faut que je réserve au moins 2, 3, 4 heures à travailler là-dessus. Et rien que de prendre le temps le matin de me dire, OK, aujourd'hui, il faut vraiment que tu avances là-dessus, tout de suite, ça me met déjà dans le bon état pour me dire, OK, je sais ce que j'ai à faire, je sais où je dois aller. Et s'il y a d'autres choses qui arrivent, ce qui peut arriver, l'école qui appelle parce que l'enfant est malade, je sais pas moi, une urgence à droite ou à gauche, je la gérerai en temps voulu, mais je sais déjà que mon focus, il est déjà positionné sur les bonnes actions.
Et ça, pareil, je vais le faire pour tous mes niveaux de vie. Tu vois, je sais que je savais aujourd'hui, tu vois, qu'on avait notre interview à 14 heures. Donc, je sais que j'ai profité de ma matinée pour bosser sur mes slides, tout en sachant qu'à 14 heures aujourd'hui, voilà, j'avais du temps, on avait du temps tous les deux pour échanger. Donc, ça fait partie un peu de ma routine. Après, j'ai d'autres. Alors, c'est pas forcément le matin, mais tu vois, le midi, je l'ai fait juste avant qu'on démarre, je vais me prendre 5-10 minutes pour faire un peu de méditation en général, pour me faire un petit break avant de rattaquer le boulot. Donc, j'ai un peu comme des checkpoints, tu sais, quand tu joues aux jeux vidéo là, avec les courses et qu'il faut passer les drapeaux, là, c'est un peu pareil. J'ai mes petits checkpoints de la journée qui sont calés comme ça. Je sais que vers 17h, 17h30, je sais que ma journée de travail se termine parce que mon fils va rentrer de l'école. Donc, c'est plus un moment où je vais travailler parce que voilà, déjà avec le bruit, tout ça, c'est pas jouable. Et au contraire, je vais plus me dire, maintenant, profite de la famille parce que voilà, t'as ton temps de travail qui est terminé. Un peu finalement, c'est marrant parce que je me suis fait cette remarque un peu comme quand j'étais salarié finalement, avec les horaires. Tu vois, je sais que ma journée de boulot va commencer quand le petit sera parti à l'école et qu'elle va, en général, la plupart du temps, se terminer quand il va rentrer. Donc, j'ai reproduit un peu ça. Mais du coup, j'ai mes petits points de passage au fil de la journée. Ouais. Et ces points de passage, donc là, si j'ai bien compris, il y a à la fois la dimension organisation personnelle, en disant, OK, voilà la tâche importante du jour, quand est-ce que je la fais, etc. Il y a aussi, on va dire, une sorte de bien-être ou méditation. Toi, tu la classes où, toi? Plutôt bien-être ou plutôt dans quelle catégorie tu mettrais cette pratique? Ouais, bien-être. Bien-être. En fait, c'est un peu… tu sais, quand tu fais des pauses physiques. Moi, quand je fais une pause, je me lève, je vais me faire un thé, je vais marcher dehors. Tu vois, ce matin, je me garde toujours aussi la fin entre 11h30 et midi. En général, c'est le moment où ma concentration, elle chute. Donc, je sais que là, je ne vais pas forcer à essayer de faire des trucs. Je vais plutôt me dire, tiens, ce matin, c'est le moment où je suis allé poster mon courrier. Tu vois, j'avais des courriers envoyés. Donc, je vais faire une pause qui est plus physique, donc pour me bouger, parce que rester devant un ordinateur, c'est pas l'idéal. Ou je vais aller au sport entre midi et 2, ce que je fais de temps en temps, quelques jours par semaine. Et la méditation, elle, c'est plus la pause mentale, tu vois. Donc, c'est relié au bien-être. C'est relié au bien-être. Et je dissocie vraiment la pause physique de la pause mentale, je dirais. Et du coup, c'est vrai que souvent, les personnes, quand elles pensent productivité, elles pensent, OK, il faut que j'optimise mon temps. Donc, si j'ai 8 heures de travail, il faut que je travaille des 8 heures pour optimiser à fond. Mais finalement, de manière contre-intuitive, on se rend compte que justement, faire des pauses, qu'elles soient physiques ou mentales, nous rend plus productifs parce que ce sont moi j'appelle ça des investissements de temps qui ont un meilleur rendement que le fait de pouvoir travailler toute la journée. Donc, je suis plus productif finalement en accordant 10 minutes de pause que si je faisais tout d'une traite en fait. C'est sûr. sûr. Tu es d'accord avec ça? Ah ouais, mais même moi, clairement, moi, je suis incapable de bosser 8 heures d'affilée. Mais j'en suis pas. En tout cas, pas sur un travail, on va dire, purement cérébral. Je sais pas faire. J'arrive pas à avoir la concentration. Au bout d'un moment, je vais décrocher, je vais partir sur autre chose, j'en aurai marre. Et le concept de pause, il est essentiel. Il est essentiel. Il est essentiel. Ça, c'est donc du coup, donc oui, pas forcément une routine matinale en tant que telle, mais des routines dans la journée qui permettent de recharger les batteries, d'être bien organisé, d'avoir la maîtrise de son temps, ce qui est aussi une part de bien-être parce que l'une des causes de stress, c'est justement de dire je n'ai pas le temps, je suis débordé. Et le fait de dire, OK, je prends en main mon temps, je le gère et que j'aime bien l'idée de me dire, OK, je vais focaliser sur la semaine, ce qui met moins de pression que si je focalisais sur la journée, parce qu'on a envie de faire plein de trucs la journée alors que ce n'est pas possible. Ça passe pas. Oui, donc du coup, ça aide clairement par rapport à ça. Et après, si j'ai un petit truc dans ma routine du matin, c'est qu'au moment où je vais me préparer, prendre ma douche, me raser, j'aime bien mettre soit une musique particulière que j'aime bien, tu sais, pour me mettre en mouvement le matin, en fait. Tu vois, me mettre déjà dans un état où je vais me dire, OK, j'aime bien prendre ma douche, j'aime bien me préparer, donc déjà, c'est un moment agréable. Et je rajoute soit une musique, soit, tu vois, en ce moment, j'écoute du Tony Robbins, donc soit je vais écouter un petit discours de Robbins. Je vais essayer de me faire en sorte de mettre dans un bon état dès le matin pour que la journée se passe bien, quoi. Et on a démarré, en fait. En fait, c'est ça, c'est bien démarrer la matinée. Oui, en fait, c'est ça la routine matinale, c'est comme tu dis, ça sert beaucoup à canaliser le reste de la journée. Ouais, complètement. Si tu commences fatigué ou en faisant la gueule, voilà, c'est compliqué après. Tu le traînes toute la journée. Ouais. Yes. Donc, alors,
tu découpes ton rythme, en fait, si j'ai bien compris. C'est que tu pars du global à l'année avec un zoom sur le mois, un zoom sur la semaine et ensuite des petits points dans la journée. Et moi, il y a un concept que je développe de plus en plus dans mes formations, c'est la notion de best self, de meilleure version de soi-même, et notamment avec le prisme des soft skills, donc de toutes les compétences que l'on a et qui nous rendent uniques, comme le fait d'être organisé, la prise de Ouais. décision, la gestion du stress, etc. Et souvent, je m'amuse à coacher les personnes sur leur meilleure version d'elles-mêmes, notamment généralement par rapport à un défi. Toi, est-ce que tu as visualisé ou tu as mis sur papier une meilleure version de toi-même avec des qualités à développer? Est-ce que tu l'as fait, ça? Non, jamais. D'accord, Jamais, jamais. intéressant. Alors, je ne l'ai jamais fait consciemment. J'imagine qu'inconsciemment, on le fait peut-être un petit peu, mais le résultat est forcément différent. Mais je ne l'ai jamais fait, non, consciemment, du tout. Du Ok. tout. Et du coup, selon toi, quels sont les soft skills que tu as le plus développés qui t'aident à être on va dire, la meilleure version de toi-même tous les jours? Tu l'as dit, forcément, il y a tout ce qui est lié à l'organisation et l'efficacité. Ça, c'est mon dada, donc forcément, là-dessus, j'y suis. Il y a autre chose, et j'en prends de plus en plus conscience, qui est plus lié à la communication. Communication, mais d'une manière générale, que ce soit avec des clients, que ce soit avec sa famille, que ce soit dans son couple. La manière dont on s'exprime, la manière dont on communique, la manière dont on passe les messages, parce que moi, je me rends souvent compte, je ne sais pas si tu l'as vécu, mais c'est pas évident de bien faire passer un message et de bien se faire comprendre. Tu vois, as souvent l'impression que tu t'es bien fait comprendre quand tu as expliqué quelque chose et tu te rends compte que ton interlocuteur n'a pas forcément compris le message que tu as passé. Et du coup, tu te retrouves vite avec des non-dits, des sous-entendus et parfois ça bloque. Donc, je pense que apprendre à bien communiquer, alors, je sais pas si pour toi ça fait partie des soft skills ou pas, mais je pense que c'est hyper important. Et communication d'ailleurs verbale ou non verbale, hein, enfin voilà, ça reste un truc. Orale ou écrite d'ailleurs, parce que Ouais, c'est vrai de faire complètement. des emails clairs, etc. Le fait de ne pas avoir à faire des échanges de 5-6 emails pour Ah, confirmer qu'on a bien c'est compris, ça. ça fait gagner Ouais. un temps de fou en fait. Ouais, complètement, complètement. Et en fait, il y a plein d'outils. Moi, un outil qui m'a beaucoup, beaucoup débloqué à ce niveau-là, c'est le théâtre. Je fais un peu de théâtre depuis quelques années et en termes de confiance en soi, d'assurance, de prise de parole, d'élocution, c'est un outil qui est formidable pour travailler ça et qui, du coup, se fait dans un contexte pas du tout professionnel, mais vraiment un contexte de détente, de plaisir, d'échange et j'en tire beaucoup de bénéfices, ouais. Beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, on va voir tes talents de C'est vrai? communicant prochainement. Très bientôt. Justement, donc le deuxième week-end de juin, pardon, donc Ouais, les 7 et 8. 7, Ça. 8, 9 juin 2019 à Paris pour le Game Entrepreneur Live organisé par Joanne Yangting. Donc, on y sera tous les deux Ouais. en tant qu'intervenants avec d'autres intervenants. Et du coup, ce sera une belle manière de te voir sur scène. Alors, pas forcément dans un contexte théâtral, quoique peut-être Peut-être un petit peu que… normalement, hein. Il y en aura un petit peu. Ah, Il y en aura un petit peu. Ouais. justement, tu vas parler de quoi alors, sans Euh, donner trop de spoilers? non, moi je vais parler de justement, ça rejoint un peu ce qu'on se dit aujourd'hui, de comment muscler sa persévérance grâce aux bonnes habitudes. Justement, grâce à ces petits rituels qu'on peut avoir et surtout comment les mettre en place pour que ça perdure. Comment, tu vois, moi, je regardais, ça fait 2 ans et demi que je fais justement mes petites séances de méditation tous les jours ou presque. Je dirais 5-6 fois par semaine, c'est pas forcément tous les jours. Et, et ben justement, le but de la conférence, ce sera de donner les outils qui permettent de mettre en place des bonnes habitudes et surtout de faire en sorte qu'elles durent dans le temps, qu'elles soient vraiment pérennes. Parce que ça, c'est aussi mon dada. Je suis convaincu que si tu es capable de répéter pendant une longue période de temps, même une toute petite action, mais que tu peux la faire un petit peu tous les jours, tu peux vraiment, vraiment développer des bonnes compétences dans beaucoup de domaines. Donc C'est voilà. clairement ma vision quand je te faisais la meilleure version de toi-même, c'était de Ouais. dire, OK, par exemple, ce que j'ai fait pour le championnat du monde de mind mapping, c'est que je me suis dit, OK, pour le championnat du monde de mind mapping, il faut que je sois au top de ma créativité, de ma gestion des émotions et de l'organisation, la structure de mes pensées, parce que le mind mapping, c'est Ouais, ça. bah ouais, bien sûr. Et du coup, tous les jours, c'était des entraînements, donc sur 6 semaines, que je poursuis aujourd'hui. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'après ces compétences-là que j'ai développées dans le cadre du championnat du monde de mind mapping,
m'ont été utiles ensuite dans d'autres pans de ma vie professionnelle et personnelle. Et en fait, c'est ça, c'est vraiment, c'est du kung-fu en fait. Le kung-fu, c'est quoi? C'est la répétition dans le temps d'une action jusqu'à la maîtrise. Et c'est un peu ce que tu décris et ce dont tu vas parler du coup pendant cet événement. Ouais, complètement. Mais regarde moi, l'exemple que je donne souvent, c'est les musiciens. Mhm. Les musiciens, quelqu'un qui veut apprendre à jouer d'un instrument, on va toujours lui dire, vaut mieux que tu joues, même si c'est qu'un quart d'heure, mais tous les jours, plutôt que de jouer 1 heure le week-end et de le faire qu'une fois par semaine. Ça va être la répétition et l'ancrage de petites actions, de mouvements, que ce soit la guitare, au piano, qui vont faire que dans le temps, on va devenir bon et on va vraiment développer une compétence dans ce domaine-là. Et moi, je suis convaincu que dans beaucoup de domaines, ça peut s'appliquer et ça fonctionne. Mhm. Ça, c'est sûr. Et il y a un truc qui marche très bien justement sur le développement de bonnes habitudes ou le développement de compétences. En tout cas, moi, je trouve, c'est notamment se reposer sur des personnes d'expérience comme des mentors. Dire, Mm. voilà, moi, il y a ce Ouais. mentor-là, je trouvais qu'il était super bon là-dedans. Je vais voir comment je peux m'en inspirer pour avoir certaines de ses qualités. Est-ce que toi, tu as un ou plusieurs mentors comme ça que tu as pu côtoyer ou que peut-être que tu as pu lire, etc., qui t'ont inspiré toi pour développer ces habitudes ou ces compétences? Alors, je vais peut-être nuancer le propos. Après, c'est ma définition du mentor. Mais j'ai pas vraiment de mentor. Mais c'est plus un peu dans la manière dont tu te présentes où je m'y retrouve. C'est que plutôt à un instant T, je vais aller chercher un besoin que j'ai, une compétence particulière, une info particulière. Et je vais la trouver auprès, par exemple, de plusieurs personnes. Mais il y en a une dans le lot. Son message va m'impacter plus que les autres. Et je vais me dire, OK, lui, la manière dont il le fait, c'est exactement la manière dont j'ai envie de le faire. Donc, je vais identifier cette personne-là. Alors, je dirais peut-être pas comme un mentor, mais vraiment comme pour moi une personne de référence sur ce domaine-là. Par contre, je vais peut-être pas adhérer à d'autres choses qu'il fait sur d'autres domaines. Et si j'ai besoin d'aller récupérer autre chose ailleurs, je vais m'adresser à une autre personne. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais j'ai pas forcément un ou des mentors sur lesquels j'adhère à tout ce qu'ils font, où je me dis, oh, c'est des dieux, ils sont géniaux. Je vais plutôt cibler un truc très précis, un moment très précis. Mm. Euh, tiens, un exemple, oui, tu connais bien Yannick Alain, Oui. euh, le Toulousain. Et à l'époque où j'étais à Toulouse, on s'est rencontrés plusieurs fois, enfin voilà. Et il y a eu un moment, un discours qu'il a eu qui m'a énormément impacté et qui m'a ouvert beaucoup de portes par la suite. C'était quand il parlait de networking. Et il y a un conseil qu'il m'a donné, que j'applique encore tous les jours et qui a complètement changé ma manière de faire du networking. Il disait, euh, quand vous allez à la rencontre de quelqu'un, que vous voulez faire connaissance, par exemple une soirée de networking ou un événement, il disait toujours, vous présentez à cette personne non pas comme quelqu'un qui a besoin de quelque chose, comme un opportuniste qui vient gratter auprès de quelqu'un de l'information, qui vient demander un service, mais plutôt de se présenter comme une opportunité. Donc d'arriver en disant, voilà, moi je fais ça, je peux peut-être t'aider dans tel domaine, et peut-être qu'on peut trouver une synergie à travailler ensemble, je ne sais pas, à s'entraider, à faire quelque chose. Donc l'idée de se dire, je viens pas en demandeur, mais je viens plutôt en apporteur pour créer une vraie relation et vraiment construire quelque chose de beaucoup plus fort en termes de partenariat ou d'échange que la simple personne qui vient. Personne n'aime les gratteurs, personne n'aime les mecs qui viennent te dire, ah tiens, tu pourrais me filer ça, tiens, tu pourrais faire la promotion de mon truc. C'est insupportable. Ouais, Des c'est trucs, clair. ça paraît logique, mais on le fait pas forcément. Et le jour en fait où il a parlé de ça, moi ça m'a fait un gros déclic et je me suis dit putain mais c'est génial son truc, c'est hyper pertinent. Et tu vois quand j'ai besoin par exemple de contacter des gens pour des interviews, eh ben c'est quelque chose qui peut se mettre en œuvre en disant ok moi je te propose de faire une interview, on sera gagnants tous les deux, je m'occupe de toute la technique, de publier. Toi, ça te permet de te faire connaître auprès de mon audience. Moi, ça me permet d'apporter du contenu de valeur et on le partage tous les deux de notre côté. Tout le monde est gagnant. Et j'arrive pas en disant ah bah tiens ça serait bien que tu me fasses un peu de pub parce que j'aimerais bien avoir plus de monde sur ma chaîne YouTube et toi t'en as beaucoup donc si tu me faisais un peu de pub ça serait cool, tu vois. Et donc c'est plus dans cet esprit-là où entre guillemets je trouverais des mentors. C'est vraiment sur un truc, tu vois, un truc précis, clac, ça m'illumine au moment où je l'entends, où je le vois, ou voilà. Et Hmm. je fonctionne plutôt comme ça. Super, hein, c'est marrant que en plus tu parles de Yannick, parce qu'on bosse justement ensemble sur notre prochain livre, justement. Et c'est vrai que oui, il se positionne beaucoup sur un de ses mots-clés, souvent l'abondance. C'est voilà, si
si je ne suis pas dans le manque, en fait, le manque de visibilité, mais plus dans l'abondance d'idées, de synergie, Ouais, c'est ça. de créativité, ça génère beaucoup plus justement d'opportunités pour tout le monde que, comme tu dis, être opportuniste. Et j'aime bien, c'est bien resté, hein, de ne pas se présenter comme opportuniste, mais se présenter comme opportunité. Je trouve que ça, c'est Ouais, ça, je l'ai hyper reformulé à ma approcheur. sauce pour l'avoir en tête, mais ouais, c'est ça. Mais c'est tout à fait ça, quoi. C'est tout à fait ça. Mais regarde, Super. il n'y a qu'à regarder la manière dont nous, on s'est connectés aussi. Bah oui. C'est Parce ça. qu'on se connaît depuis. Alors, moi, je te connaissais de vue depuis quelques temps, mais on a échangé seulement depuis quelques semaines, quelques mois, au travers justement de l'organisation de l'événement de Johan au mois de juin. Et finalement, tu vois, entre guillemets, en s'apportant de la valeur mutuellement, ça s'est fait hyper naturellement et simplement. Bah, clairement. Oui, pour moi, et je pense que c'est pour ça qu'on s'entend bien avec Yannick, parce que c'est Ouais. bien ça notre vision. Moi, ça fait à peu près 11 ans que je fais des interviews maintenant. J'ai commencé Ouais. pendant mes études et parce que justement, je n'avais pas de réseau et je me suis dit, je ne vais pas justement être en mode demandeur d'emploi, demandeur de stage. Mais moi, je vais proposer des interviews, je vais en faire un max. Je sais que ça va me faire des contacts, je vais apprendre énormément. Mais en plus, c'est pour ça que dans mes conférences, quand j'en parle, je parle de gagnant au cube. En fait, c'est gagnant au Ouais. cube parce que moi, je suis gagnant en tant que Ouais. justement apprenant, même en termes de visibilité, etc. Donc ça, c'est top. La personne interviewée est gagnante parce que ça lui offre de la visibilité également. Et les lecteurs sont gagnants parce qu'ils ont un contenu qu'ils n'auraient pas pu avoir ailleurs grâce à cette interview. Donc, moi, je trouve que c'est un système hyper vertueux. Et c'est pour ça que Ouais. d'ailleurs, je vais donner des modules en école de commerce là-dessus pour faire comprendre conscience, donner envie en tout cas aux étudiants de se dire lancez-vous dans les interviews dès maintenant. Ne m'attendez pas forcément d'avoir besoin pour justement mettre la Bien machine en sûr. place et que vous allez voir à quel point ça va être bénéfique. Et puis c'est sain comme approche. C'est pas vicelard, c'est pas intéressé, c'est vraiment sain. Mhm. Et ouais, moi je te rejoins complètement là-dessus. Complètement. Super. Donc, tu as des mentors, si je reviens au fil de discussion, tu as des mentors qui t'inspirent et notamment grâce aux interviews, tu peux aussi apprendre de cette manière-là pour t'en inspirer. Et est-ce que tu lis beaucoup? Est-ce que tu lis? Ah oui, je lis beaucoup, ouais. Tu lis Ouais, beaucoup ouais, en plus. ouais. Super. Est-ce Alors, qu'il y a un livre qui t'a plus marqué que les autres et pourquoi? et alors, encore là, ça va être un peu la même réponse. C'est qu'il va y avoir des parties de livres qui m'auront impacté peut-être à un moment ou à un autre. Alors récemment, là, je suis plus sur les romans. Quel livre m'a beaucoup impacté récemment? C'est une bonne question. Ah si, il y en a un que j'ai trouvé très bien. Alors, ça fait déjà quelques temps que je l'ai lu. C'est Les Vertus de l'échec de Charles Pépin, je crois. Ok. C'est un auteur, un philosophe français. J'ai vu d'ailleurs qu'il avait sorti un nouveau livre. Je pense que je vais le prendre. Alors, quand on dit philosophie, ça fait souvent peur. Et moi, le premier, parce qu'on n'a pas forcément des bons souvenirs de la philo en terminale. Et par contre, ce qu'il a écrit, c'est hyper accessible. C'est pas du tout compliqué. Et justement, comment dire, il démonte un peu cette mauvaise image qu'on a de l'échec, surtout en France, pour montrer que l'échec, si on sait en tirer, si on sait l'analyser, si on sait comprendre pourquoi on a échoué, ça peut être une arme redoutable justement pour progresser. Et son livre est vachement bien parce il est très simple à lire et il y a beaucoup d'exemples de sportifs, d'acteurs, beaucoup de parcours de personnes qui ont subi un ou des ou beaucoup d'échecs et qui pourtant ont su en tirer des leçons positives pour construire dessus et aller encore plus loin. Il va parler de Nadal, il va parler, j'ai plus les acteurs en tête, mais le parcours de Nadal est assez intéressant. Et ouais, c'est un très bon bouquin, très facile, très accessible. Les vertus de l'échec. Ouais. Ouais, Même, donc, tu vois, c'est le genre de livre qu'il faudrait faire lire à des ados, tu vois, je mhm. pense. Parce que ça se joue assez tôt, je pense, cette histoire d'échec. Ça se joue à l'école, à mon avis. Ouais, très, très pertinent. Clairement, ouais, ça c'est un sujet que j'aimais beaucoup aborder, enfin que j'aime toujours aborder, les échecs. Il y a même une conférence que j'ai Ah oui, préparée qui s'appelait Champion exact. d'échecs. On Ouais. avait parlé, je crois, Oui, on avait parlé, oui, c'est vrai. dans une interview Exact. justement. Donc oui, Ouais. ça c'est clairement un sujet hyper important, aussi bien pour reprendre confiance en soi, donner l'envie, enfin de donner de l'audace aussi, de dire c'est pas grave. Au contraire, justement c'est hyper enrichissant. Donc, ok, je vais jeter un œil. Les vertus de l'échec, Ouais. ça va peut-être être un livre qu'on va mettre sur lesintelligences.com. Du coup, je D'accord. vais le Ouais. noter. Ouais, très sympa.
Super. Donc là, quelque part, les livres, c'est aussi une sorte de mentor parce que tu appliques la même démarche en disant, OK, il y a des morceaux de bouquins qui m'inspirent et comment je peux appliquer ça donc, dans ma semaine, dans mon mois ou à l'année. Comme on parle beaucoup de temps, justement, par rapport à la productivité, l'organisation personnelle, le fait d'apprendre, d'évoluer, parler d'échecs et tout ça. Et justement, je me pose souvent la question de me dire, OK, mais si j'étais dans la même situation, mais il y a 10 ans, ou si j'étais cette personne-là aujourd'hui et que je vivais une situation il y a 10 ans, comment je me comporterais? Et souvent, je me pose cette question. Alors, maintenant, si on dit, OK, on reprend ce concept du voyage dans le temps et en disant, OK, j'ai des mentors, mais si j'étais mon propre mentor et que j'allais dans le temps, reculer dans le temps pour me donner un message il y a 10 ans et que même si tu crées un univers parallèle parce que tu modifies le timeline. Moi, j'adore les histoires de voyage dans le temps, mais on ne va pas rentrer dans le débat du… Voilà, pour voir si tu crées une autre ligne, parallèle, etc. Mais alors, pour faire court, tu voyages dans le temps il y a 10 ans, tu as un message à te partager. Qu'est-ce que tu dis? Alors déjà, attends, je vais réfléchir. Il y a 10 ans, j'étais où? 2009. 2009, j'étais déjà sur une grosse transition parce que je quittais Clermont pour aller vivre à Toulouse. Qu'est-ce que je me dirais? Ouais, de foncer, d'y aller à fond et de… Alors, je ne sais pas comment le verbaliser, mais comment te dire? Je trouve, mais ça c'est pareil, c'est une vision perso. Je trouve qu'en France, on met très vite les gens dans des cases. Moi, j'ai toujours été mis très rapidement dans des cases. Tu es bon en maths, tu vas faire un bac S. Tu as ton bac S, tu vas faire des études scientifiques. Et j'ai toujours cru que j'étais pas doué pour écrire, que voilà, j'étais pas quelqu'un de créatif. Et je me suis rendu compte, notamment ces 10 dernières années, que en fait, j'adorais écrire, que j'avais plein d'idées et que les paradigmes ou les idées, les choses sur lesquelles je m'étais construite n'étaient pas forcément vraies. Elles n'étaient pas fausses, mais elles étaient incomplètes. Il y avait plein d'autres choses qu'il était possible de faire. Donc, le message, ce serait de dire, quelque part, aie confiance en toi et au fait que tu peux évoluer et aller vers d'autres domaines qui ne te semblaient pas forcément les domaines vers lesquels on t'a dirigé de prime abord. Je ne sais pas si je suis très clair dans mon truc, mais… Super, mais c'est intéressant parce qu'il y a 3 autres personnes qui m'ont dit ce qu'ils diraient, c'est fais confiance. Et tu n'as pas dit ça, tu as dit un peu ça aussi de quelque manière. Oui, c'est côté fonce. Fais confiance et fonce et c'est comme ça que tu découvriras. Eh bien, super. Ouais, je pense que c'est un beau message, ça. C'est pas mal. Très bien. Je pense qu'on pourrait continuer à parler comme ça encore des heures parce on a des sujets connexes et on a fait pas mal de discussions en off aussi. Mais pour tenir dans ce format podcast, on va en rester là. Donc, les personnes pour te retrouver vont sur dunjobaubusiness.fr, c'est ça? Exact. Et sinon, elles viennent nous voir donc à Paris en juin pour Golf Entrepreneur Live. Bien sûr. Et puis, venez nous faire un petit coucou, surtout, si vous venez. Hein. Bah oui, voilà. On discute. Exactement. Merci beaucoup, Benjamin. Je t'en prie, merci à toi. Et à la prochaine. À très bientôt, salut. Salut.